A very important moment for me. I realized that creativity is the most uniquely human trait, and it is what makes everything in the world interesting to all of us. It helps us understand the world around us. Design could not be more important than it is today, which is one of the reasons why we're here talking about it. At Adobe, we're doing a few different things. We're trying to make our products more powerful and to help you be more productive, which we'll talk to you about. We're trying to help our products bring you into new mediums like voice and augmented reality and virtual reality. What we're also trying to do is make our products more accessible to more people. They need to be simpler. If you know what consumers are made at the interface of the product. It's whatever you see, it's the defaults. It's all of the different experiences that you're crafting. Those have become as much, if not more important, than the underlying technology. And so that's one reason why we have to invest in the future of experience design, which I'll talk about today. There's another problem that we have to solve too, and we call it content velocity. And it's the idea that now, when you're designing something or you're crafting an experience, it's not just for the web. It's not just to be consumed on a television or a desktop or an iPad or a phone or augmented reality or virtual reality. It's all of these formats. You have as a competitive advantage. Design is so important at a company, and it can't easily. 7% of hiring managers at big companies that we surveyed are prioritizing experienced designers as their most important hire. And they're also building out creative teams internally and prioritizing the value and the role that creative teams play within a business. So this is serious business as well. And so with that, we're also thinking about how designers don't work in isolation anymore. Designers don't just work in a small little room somewhere and then send their design to be produced. Now, it's a very inclusive process. And the best companies in the world out there, the most productive creative companies that we've observed, have designers working very closely with their peers, whether they're people in the marketing team, the business, the product teams, even the legal teams. How do you collaborate and let everyone sort of see the design that's being developed and be able to offer feedback in an appropriate way? How do you make sure that designers and engineers are able to work together with less friction and with mundane, repetitive, annoying work? And the question is, if we could automate some of that for you, then maybe you could spend your energy on the creative insight, on the real value-added creativity that you do to make your work better. So if it's masking something meticulously, or if it's helping sort through images, things that used to take you so much time, we believe we can make faster. And so that's what artificial intelligence means to the creative world at Adobe. It means increasing your productivity and your performance so you can be more creative and doing what is uniquely creative rather than doing all the other labor that is potentially unnecessary in the future. Cloud-enabled features and a lot of this power to all of the products across the entire Creative Cloud pipeline. You're going to see so many things, some of which will hopefully surprise you at MAX in October, our creativity conference. We'll talk about a lot of the updates across the full product line of Creative Cloud. Another thing I want to share with you today is a project, an initiative we just launched this week
Bauhaus Dessau, which many of you know is one of the most influential studios for typeface, was actually shuttered in the years leading up to World War II. There were some lost typefaces that no one even knew about that weren't completely finished. À peine 14 ans après sa création, l'iconique école de design du Bauhaus fut fermée par le régime nazi. De nombreux trésors et chefs-d'œuvre inachevés y furent abandonnés, cachés aux yeux du monde. Reposant sur l'idée de former une nouvelle génération d'artistes. The best you can be is a steward of the community. And that's what the Behance team has always seen themselves as. And even when we joined Adobe, I made that very clear to Adobe that Behance belongs to Behance. And what we need to do is be stewards of that community. And that's how that's worked. And when Behance came into Adobe, it was almost a little over 1 million professionals around the world. Now it's almost 15 million creative professionals around the world using Behance to showcase their work. The other mistake that product teams make is that we become very passionate about what we think our customer needs, rather than seeking empathy with the customer and what they're doing every day and what they're struggling with. And so when you have a community that you're working alongside, and that's one of our advantages for having Behance within Adobe, we're always hearing from the customers what is annoying them, what do they want us to change, what do they need, what do they need us to focus on, and also what do they want us to prioritize. I mean, the problem with any big team or any product team is that you have is seeing and being humbled by the work that you do with our tools. And we want to become better at making these tools help you be more productive and making them more powerful to help you take whatever's in your mind's eye and put it into the world. So I love the opportunities to come out and meet customers. And today I wanted to share a little bit of what we're working on with you so you can see where we're headed. So I'm really excited to be back at Adobe. I started Behance back in 2005 with this idea of helping organize the creative world at work and helping people showcase and discover creative work. And then when we became part of Adobe in 2012, I became very passionate about the products. Je suis ravi de pouvoir vous présenter un peu mon travail ce soir. Je vais vous faire un peu un tour de mon parcours, mon travail globalement, un peu tout ce que j'ai fait ces dernières années. Et vous montrer un peu des problématiques quotidiennes que je peux avoir avec mes clients, ce qui doit arriver à beaucoup de créatifs ici. Plein de choses un peu différentes pour vous montrer un peu mon univers qui est centré autour de la typographie mais qui est finalement assez large. Donc en réalité tout a commencé quand j'avais 15 ans, donc par le graffiti. Donc le graffiti c'est vraiment le point de départ de tout ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Je n'avais pas de rapport avec l'art en particulièrement. Et donc c'est le graffiti qui m'a vraiment mis un pied là-dedans et j'ai commencé quand j'avais 15 ans à faire ce genre de choses. Donc là c'est un peu compliqué à lire pour la plupart des gens j'imagine, mais c'était écrit Satyr, S-A-T-Y-R, avec un bisounours en plus. Et donc ça c'était mon pseudo. Donc l'idée c'est ici, j'étais jeune, j'aimais ça, ça a été ma passion, j'ai découvert un peu ce truc-là un peu accidentellement. Et j'ai commencé à dessiner des lettres, dessiner beaucoup de lettres. Et notamment les déstructurer, parce que dans le graffiti, on déstructure les lettres. On ne fait pas quelque chose de très lisible, on essaye bizarrement de parler au graffeur, et pas à parler à tout le monde. Et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. J'ai tagué sur les murs, j'en ai fait énormément. J'ai fait beaucoup de fresques, donc ça c'est quelque chose qui a été assez important pour moi, c'était des fresques collaboratives, notamment avec mon ami ILK, qui est une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé, on s'est beaucoup entraidé. Et vous allez voir qu'on a beaucoup collaboré ensemble. Et en fait, les collaborations, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Là, vous voyez en bas, c'est écrit Harmonie. Donc, je sais que c'est difficile à lire, mais c'est écrit Harmonie. Et donc, on a fait une lettre chacun. Lui a commencé, moi j'ai fait le A, et ensuite le R, moi le M. Donc, en fait, c'est un travail de collaboration qui a été très important pour moi. Et vous verrez qu'aujourd'hui encore, je travaille beaucoup de collaboration dans le genre. Ensuite, compréhensible, de faire des lettres vraiment compréhensibles par tout le monde était quand même beaucoup plus puissante que de parler juste au graffeur. Et donc voilà, ce genre de logo que j'ai pu faire, je vais vous montrer un peu pêle-mêle de logos et de travail typographique que j'ai pu faire. Donc ça pouvait être des choses assez simples comme celle-ci, des logos comme celui-ci, ou des compositions typographiques comme celle-ci. Et des choses encore un peu plus poussées. Parce que ce que j'aime réellement, en fait, c'est d'essayer plein de choses avec la typographie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite dans la typographie, on peut pousser
aller dans tous les sens. Je vous montrerai plus tard des collaborations que j'ai pu faire où de la lettre, on part donc à dessiner le coq. Moi, j'ai dessiné la typographie. Lui, dessinant très très bien, ça m'a mis une petite pression, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un truc au crayon de couleur. Et voilà, ça a donné cette collaboration, lui et moi. Donc en fait, tout ça, c'est des projets que j'ai fait, pas mal de projets que j'ai fait sans client. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure à comment gérer mon travail avec les clients. C'est vrai qu'au début, quand on est avec nos petits crayons de couleur, on s'amuse, mais on n'a pas de retour de qui que ce soit, et c'est plutôt agréable. Et donc j'ai au fur et à mesure commencé à comprendre comment gérer un petit peu les feedbacks, les retours de mes clients, et notamment sur ce projet qui a été réalisé pour la marque Moët & Chandon, pour le champagne rosé. Donc en gros, l'idée, c'était réaliser une typographie en ruban avec le nom rosé. Donc ça, c'était pour le champagne rosé, pour l'édition d'il y a 4 ou 5 ans, je crois. Donc on me demande, voilà, on veut une typo élégante, on veut une typo en ruban, et on veut du mouvement, on veut que ce soit assez élégant. Donc je leur envoie ça en premier jet. Donc là, en fait, c'est un croquis, vraiment, je pars d'une base où je dessine. Donc vous voyez que les traits sont un peu imparfaits, parce qu'en fait, c'est du crayonné que je scanne, et sur Photoshop, ensuite, je mets des couleurs et un peu de volume pour que le client se projette au mieux. Donc ça passe pas super bien, c'est-à-dire qu'ils disent ok, c'est rigolo tes petites bouclettes, mais on aimerait bien que ce soit un seul et même ruban et non deux, parce que là le R et le reste du mot n'est pas connecté. Donc j'ai connecté les lettres. Là, le client a pris un petit peu peur parce que moi, mes habitudes de graffeur et il y a trop de mouvements, trop de dynamique. On reste quand même dans du champagne, c'est du luxe, c'est censé être plus élégant que ça. Donc je calme un peu le jeu en me disant peut-être une minuscule va calmer un peu le jeu. Finalement, toujours un peu trop dynamique, faut calmer un petit peu, c'est impeccable. Donc voilà, ça c'est une partie du boulot pour beaucoup de créatifs ici connaissent, les retours clients, les feedbacks. Il y a aussi une autre chose qui est assez importante pour nous, c'est les compétitions, les pitchs. Et ça m'arrive souvent d'avoir des pitchs, moins maintenant heureusement. Mais notamment pour Nike, ça a été un de mes premiers pitchs. Première fois que Nike me fait appel à moi, il me demande on aimerait que tu essayes de nous faire une typographie, provoque le destin. Donc en gros, on est 3 typographes sur le sujet, et chacun, on a à peine 2 jours pour faire le plus de mots possible, de tenter des choses. Ils veulent quelque chose de dynamique, ils ne savent pas trop, un peu du marqueur, ils veulent que ça pète. Donc je leur propose plein de typographies. Donc ils ne me le demandent pas, mais je fais quand même un abécédaire à chacun pour montrer que j'ai envie de le faire. Donc j'essaie différents marqueurs, des marqueurs un peu comme celui-ci, assez secs, des marqueurs plus ronds comme celui de droite. J'essaye des choses qui coulent avec beaucoup d'eau, des trucs beaucoup plus secs, comme ça. Et j'essaye à la bombe aussi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au graffiti, la bombe c'est quelque chose qui est très important pour moi, et c'est par là que tout a commencé. Donc je me dis tiens, je vais essayer de la tenter à la bombe. Et là, pareil, ça s'emballe, genre c'est génial, c'est cool, on te prend toi. C'est cool, et on veut partir sur ce travail à la bombe, parce que je pense qu'on l'avait rarement vu en campagne de pub, d'amener vraiment du spray sur de la pub. Donc de là, on se lance là-dessus. Il loue un studio pour le faire, parce que c'est vrai qu'en fait, à la bombe, c'est gros, c'est des grands papiers. Là, c'est sur mes bureaux, là, vous voyez, dans mes bureaux, j'étale des gros bandeaux de papier comme ça, des gros rouleaux. Et donc, je comprends vite que c'est une vraie galère à faire, de faire une typographie à la bombe, parce que c'est pas juste un A3 qu'on scanne, c'est des gros rouleaux, on doit peindre dessus, c'est très compliqué. Donc de là, ça plaît, mais le problème, c'est que j'ai un retour du client, et là, quand on a un retour client, c'est plus comme sur Photoshop où on peut gribouiller, ça devient compliqué. Donc en gros, on me redemande de refaire tout entièrement, mais avec des traits plus épais, parce que là, c'était trop fin d'après. Donc maintenant, on n'a plus l'oseille pour louer un studio, donc je fais ça sur ma terrasse, là comme vous voyez. Là, c'est sur ma terrasse, je balance le rouleau et je peins plein de typos provoque le destin. Là en bas, il faisait beaucoup trop froid, donc en bas, je descends dans mon garage. Vous voyez, c'était dans mon parking. Et donc ça a été vraiment une galère, et à la fin, on s'est retrouvé à scanner ce gros rouleau de papier, 100 mètres de papier dans un truc d'architecte. Et qui a coûté très très cher d'ailleurs, c'était pas prévu dans le budget, mais voilà, à la fin, la finalité de tout ça, en fait, ça va paraître très simple, ce que je vous montre, comme ça, mais la réalité c'est que c'était un long process, super long process, et notamment parce que aussi des gens comme des gens chez Nike sont assez exigeants, et il y a beaucoup de retours, et ça s'arrête jamais trop. Et ce qui est très cool, ce qui est assez marrant dans ce sujet-là, c'est que j'ai beaucoup bossé dessus,
Mais la réalité, c'est que cette campagne n'était pas censée sortir, parce qu'on n'était pas censé être qualifié pour la Coupe du Monde à l'époque, donc il y a 4 ans maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il nous manquait un match à gagner contre l'Ukraine 3-0. Et si on gagnait même 2-0, on n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde, donc la campagne Provoque le destin ne sortait pas, parce que c'était pour vendre les maillots de l'équipe de France. Donc le match passe et on gagne 3-0, histoire de fou, et je me retrouve avec ce visuel-là sur les pages Facebook de Nike. Donc ça a été assez fort pour moi, ces visuels comme ça sur les Champs-Élysées, quelque chose d'assez fort parce que c'était ma première campagne Nike, et surtout c'est quelque chose que j'ai fait à la bombe. Moi j'ai commencé par là, donc le faire aujourd'hui pour une campagne nationale, pour une marque que j'aime particulièrement comme Nike, ça a été assez fort. Donc à partir de là, vous imaginez une bonne exposition sur mon travail, ça a été très intéressant pour moi. Et il y a un truc que je ne connaissais pas spécialement, c'était comment gérer en fait le succès d'une campagne et comment gérer derrière toutes les demandes qu'on a qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on veut la même chose que ça. Et donc j'en ai eu plein, beaucoup de Nike m'a beaucoup demandé les typos aussi, plein de typos un petit peu dans le genre. À la fin, vous voyez sur les 2 dernières, on arrive sur une sorte de Bodoni dans ce genre-là. Et là ça leur plaît, mais il y a un moment où ça coince, c'est-à-dire que FX eux-mêmes disent « Ah non, mais nous on veut faire ça en interne, on a des graphistes en interne, ils ne savaient même pas pourquoi l'équipe de Childish Gambino m'avait demandé à moi de le faire. » Donc bref, un micmac pas possible, donc encore une foirade comme il faut. Et au final, le logo qu'ils ont validé, c'est un logo qui a été un peu basé sur les Bodoni que j'avais dessinés avant, donc bon, un autre fail. Après ça, ils m'ont rappelé, pour ça, l'affiche de concert de Childish Gambino. Et cette fois-ci, ça a réussi, ça c'est cool. Donc en fait c'est un artiste, c'est vrai, qui fait beaucoup de bruit, et même ce visuel-là a été sur le seul visuel sur son Instagram pendant au moins 1 mois. Donc ça a été très cool pour moi de pouvoir voir mon travail pour ce mec-là, parce que c'est un artiste que j'aime énormément. Et à partir de là, en fait, c'est vrai que je pense qu'ils ont compris que j'étais assez réactif, parce que la réalité c'est qu'ils me rappellent après 2 échecs que je suis encore là. Et ils me demandent de faire son logo, ils me demandent de faire du merchandising, et ils me demandent de faire la typo du dernier clip de l'artiste, This Is America. Et donc c'est vrai que ça a été très cool pour moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le clip, mais c'est un clip qui a fait beaucoup de bruit. C'est un artiste qui fait beaucoup de bruit. Et donc en fait, la réalité c'est que je suis très content d'avoir mis ma fierté de côté et de m'être dit ok, il y a eu 2 échecs, ça a un peu foiré, mais j'accepte quand même de continuer à bosser pour eux. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la musique aussi, j'imagine. Des fois ils prennent des décisions, ils reviennent en arrière, ça part un peu dans tous les sens. Donc moi, je sais qu'à côté, je suis rien pour eux. De virer mon taf d'un artwork, d'un album, c'est pas très grave. Donc voilà, en tout cas, des choses qui me font beaucoup apprendre. Ça, il se fait tatouer, Zlatan se fait tatouer. Et l'idée derrière ça, qui est très forte, c'est qu'en fait, lors d'un match, donc c'était un PSG contre Caen, l'idée c'était d'espérer fort que Zlatan marque un but, et au moment où il marquait le but, d'enlever son t-shirt. Et en enlevant son t-shirt, on allait voir tous ses tatouages. L'idée, c'est que, évidemment, c'est une personne qui est très médiatisée, et dès qu'il fait quelque chose, tout le monde en parle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a marqué un but, il a enlevé son t-shirt comme ça, et à partir de là, toute la presse n'a pas compris ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait des photos qui tournaient en disant « mais regardez, c'était lui il y a 1 semaine, il avait 3 tatouages, et là c'est lui aujourd'hui, il en a 50 ». Donc personne n'a compris ce qui s'est passé. Ils ont laissé 2-3 jours de flottement comme ça pour juste laisser cette image tourner sur les réseaux sociaux. C'était hallucinant à quel point cette histoire a pris de pourquoi Zlatan a autant de tatouages, qui sont ses prénoms, qui sont ces gens. Et après ça, ils ont fait une conférence de presse, et je vais vous montrer un peu le film qu'ils ont montré. My name is Zlatan Ibrahimovic. Cette carte de vœux qu'on a fait tous les deux entièrement. I won't forget to find them. I like digging holes, hiding
au yo-yo, ici en dessous du palais de Tokyo. Mon nom est Rufus Döchler. Je vais aller sur la slide. Je travaille